Chaque soir, sur TV Liberté, vous pouvez suivre notre journal quotidien. La loi Avia restreignant les libertés sur Internet a été votée par l'Assemblée nationale et plus le temps passe, plus la liberté d'expression est raccourcie par le pouvoir. Il y a 2 ans déjà, TV Liberté subissait un coup dur. Notre chaîne YouTube, propriété de Google, était fermée. Malgré cela, grâce au soutien des donateurs de TV Liberté, grâce aux téléspectateurs, nous sommes parvenus à tenir bon. Mais la censure s'exprime désormais avec une forme plus insidieuse. Ainsi, notre page Facebook, avec plus de 200 000 mentions j'aime, subit des attaques de la part des organismes vérificateurs, le Décodex du Monde ou Check News de Libération. Avec partialité, ils jugent nos contenus et les signalent comme indésirables dès lors qu'ils ne conviennent pas à leur prêt-à-penser. Dès lors, nos publications sont déréférencées par la plateforme. En d'autres termes, Facebook fait en sorte que nos contenus n'apparaissent plus ou presque dans les fils d'actualité. Il nous étouffe. TV Liberté a pourtant su maintenir le cap tout au long de cette crise inédite. Nous sommes parvenus à mener à bien notre mission de service public, parfois, je dois bien l'avouer, dans des conditions difficiles. Mais nous avons tenu bon pour vous. Mais nous le savons, il faut se préparer à d'autres démonstrations de force de la part des géants du numérique. Alors nous devons adopter une attitude de résistance face à ceux qui refusent les informations qui ne plaisent pas au système. Et il y a des méthodes. Il faut forcer les algorithmes à nous rendre visibles. Si nous ne pouvons pas encore changer le système, eh bien il faut s'en servir. Utiliser leurs outils pour les retourner en notre faveur. Il faut avoir les bons réflexes, vous pouvez le faire en partageant massivement nos publications et nos vidéos, en ajoutant systématiquement des commentaires et bien sûr en aimant les contenus avec le fameux pouce en l'air. Et puis bien sûr, il faut vous inscrire à la newsletter, la lettre d'information de TV Liberté. Ainsi, vous recevrez toutes les actualités de la chaîne et nous ne serons plus tributaires des géants du numérique américains pour maintenir le lien, ce lien que nous avons tissé. Alors dès à présent, soutenez TV Liberté en appliquant nos propres gestes barrières avec des clics, des partages et puis bien sûr avec vos dons. Parce qu'ensemble, et seulement ensemble, nous serons solides. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition. Au sommaire ce soir, l'hypothèse du virus sorti d'un laboratoire chinois relancé par un ancien agent des renseignements britanniques. Après le professeur Luc Montagnier et les renseignements américains, c'est au tour de l'ancien chef des services secrets britanniques d'appuyer cette théorie. Que faut-il en penser? Explication dans cette édition. Christophe Castaner affronte les syndicats des forces de l'ordre après avoir lâché en pâture la police. Après les accusations de racisme, le premier flic de France fait ses propositions pour réformer la police. Une réaction qui résonne comme un camouflet de plus pour les gilets jaunes. Et enfin, des manifestations interdites autorisées, un soutien objectif. Quel intérêt a la majorité à emboîter le pas aux manifestations communautaires? Quel est ce pari de la Macronie? Réponse dans quelques instants. D'où vient le Covid-19? La question revient régulièrement sur la scène depuis le début de l'épidémie sans que le débat puisse avoir lieu. Entre les accusations de complotisme et la réalité scientifique, où en est-on? Quelques éléments de réponse avec Élise Blaise. Pangolin, chauve-souris ou main humaine? La question de l'origine du Covid-19 fait toujours débat. Un débat passablement pollué par les accusations de complotisme quand une voix s'élève pour pointer du doigt une erreur humaine. En réalité, les certitudes quant à la naissance du Covid-19 sont bien minces, à tous les niveaux. Pas même sa date de naissance ne fait consensus. Le 17 avril dernier, alors que les Français étaient encore assignés à résidence, un grand nom de la médecine a jeté un pavé dans la mare. Le professeur Luc Montagnier, prix Nobel de médecine en 2008 pour avoir participé à la découverte du virus du sida, déclare à la télévision que le Covid-19 n'est pas naturel et qu'il est le résultat d'une manipulation humaine. Il ajoute pour appuyer son raisonnement que ce nouveau coronavirus comporte des séquences de VIH et qu'il pourrait s'agir d'un accident de chercheurs chinois travaillant sur un vaccin contre le sida.
Une hypothèse née après la publication d'une étude de chercheurs indiens non validée par la communauté scientifique, un préprint comme on dit. Une hypothèse controversée que peu de voix ont portée par la suite. Mais le professeur Luc Montagnier vient de gagner un nouveau soutien outre-Manche. En effet, Sir Richard Dearlove, l'ancien chef des services secrets britanniques, le MI6, a confié ses réflexions. Avec des sources à l'appui, l'ex-espion a expliqué au Télégraphe que le Covid avait été fabriqué par des scientifiques chinois. Il cite notamment les travaux du professeur Angus Dalgliesh de l'hôpital Saint-Georges de l'Université de Londres et d'un virologue norvégien Birgen Sorensen. Les deux scientifiques affirment en effet qu'ils ont constaté que des fragments d'ADN avaient été insérés dans une protéine du virus. Selon Sir Dearlove, ces conclusions sont étudiées par les services de renseignement britanniques et pourraient avoir de lourdes conséquences sur la scène internationale. Pour autant, la confidentialité des données et la complexité du sujet font qu'il est difficile de trancher. À plus forte raison que la zoonose, c'est-à-dire l'hypothèse selon laquelle le Covid-19 est apparu chez l'homme à la suite de mutations de virus animaux, est également possible. Elle est d'ailleurs l'hypothèse la plus probable d'un point de vue statistique, car nombreux sont les virus humains à être apparus ainsi. En réalité, les virus mutent quand ils se répliquent, y compris dans le cadre de contamination interespèces. C'est d'ailleurs ce qui rend souvent inefficaces les vaccins contre le virus de la grippe, qui mutent en permanence. Ainsi, l'hypothèse de la contamination par le pangolin, même si elle peut faire sourire parce que l'animal nous semble exotique, n'a rien de surréaliste, bien au contraire, à plus forte raison que la Chine est un consommateur de la viande de pangolin, et donc que ces animaux cohabitent, au moins entre la capture et l'abattage, avec l'humain. En l'état actuel des choses, donc, il n'y a aucune certitude scientifique, mais des hypothèses et des probabilités. Les relations internationales, notamment avec la Chine, jouent également un rôle dans cette guerre de l'information. Mais il reste un problème majeur, l'hystérie du débat. En effet, dans la mesure où les deux hypothèses peuvent être étudiées, on regrette que le sceau du complotisme ressurgisse à chaque fois qu'une voix s'élève contre la version officielle, à plus forte raison que les mensonges et la décrédibilisation des élites au pouvoir poussent le plus souvent les peuples à se tourner vers les thèses non officielles. Et pour poursuivre sur ce sujet, Géraud Dufayet est allé interroger des Français pour leur demander ce qu'ils pensaient de ces hypothèses. Oui, moi je pense qu'il y a un peu trop d'informations qu'on appelle fake news, qui sont délirantes. Il faut arrêter de jouer à la conspiration, là ça commence à fatiguer. Je pense que c'est une fausse information parce que je ne pense pas que des gens travaillent sur des virus. Donc on ne peut pas créer par accident un virus comme le Covid. Je trouve que c'est possible. Pourquoi ? Parce qu'il y a tellement eu de mauvaise foi au départ, tout le monde a menti dans toute cette maladie-là. Ça redevient comme le sida qui a été caché. Moi je pense que... Moi je suis pas très théorie du complot, mais je pense que c'est juste un virus qui a muté et qui s'est inoculé dans l'homme. Voilà. Ça vient, il paraît, d'une chauve-souris, d'un homme en Chine qui a mordu une chauve-souris, un truc dans le genre. Donc toutes ces histoires de complot, etc., ou qui sortent des laboratoires, moi j'y crois pas trop. Il y a de l'information, mais à chaque fois elle est contredite. Est-ce que c'est une information Moi, je pense qu'ils n'ont pas eux-mêmes de l'information, une vraie information. Donc, nous, on suit, vous savez, on suit le berger, on est des moutons. Il faut chercher la vérité là où elle est, mais prêter foi aux déclarations d'une seule personne, alors que quand même les scientifiques ont montré quand même que ce virus avait des caractéristiques qui provenaient de chauves-souris, etc. Même les scientifiques, chacun il dit pour lui. Il y en a un qui dit ça, l'autre qui dit l'autre, et du coup, on ne sait pas où on est, quoi. Et chacun expose une théorie différente. Nous, on attend du vrai, du concret de la part des responsables. Ils auraient intérêt à le cacher, parce que si la fuite vient de chez eux, ils ont tout intérêt à le cacher, quoi. Je pense, comme ils cachent leurs morts, ils disent qu'il y a 3000 en Chine, ce n'est pas vrai. Ils disent qu'il y a 10 000 en Russie, ce n'est pas vrai. Je pense pas, parce que si après on l'apprend plus tard, ça va créer encore plus de problèmes. Là, on est dans un contexte où tout explose, on va dire, avec le Black Lives Matter, etc. Et je pense que si, dans pas longtemps, on apprend qu'on nous a caché cette information d'une envergure énorme, va y avoir encore... ça va péter, quoi. Là, c'est une très mauvaise idée. L'heure des comptes a sonné pour Christophe Castaner. Après avoir totalement lâché les forces de l'ordre, le ministre de l'Intérieur a commencé à recevoir ce jeudi les syndicats de police pour tenter de calmer leur colère. Une mission délicate alors que le divorce est bel et bien consommé.
Dégoût, écœurement, trahison, les qualificatifs des forces de l'ordre sont nombreux pour définir les sentiments à l'égard de leur ministre de tutelle, Christophe Castaner. Depuis 2 semaines et la manifestation en mémoire d'Adama Traoré, consécutive à la mort de George Floyd aux États-Unis, le ministre de l'Intérieur multiplie les petites attentions sous couvert de lutte antiraciste. Et le locataire de la place Beauvau n'a pas fait les choses à moitié. Autorisation des manifestations en mémoire de George Floyd, malgré l'interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes. L'émotion dépassant la loi. Il s'est même dit à l'aise à l'idée de poser un genou à terre pour protester contre le racisme. Mais ce sont surtout les décisions prises à l'encontre de ses propres troupes qui ont fait grincer des dents. En effet, Christophe Castaner souhaite désormais appliquer une tolérance zéro dans la police. Pour cela, le premier flic de France a notamment décidé de mettre fin à la technique dite de l'étranglement lors d'une intervention, une méthode jugée trop dangereuse. Une décision étonnante si l'on regarde quelques mois en arrière. En effet, malgré les nombreux blessés chez les Gilets jaunes, le ministre de l'Intérieur ne s'est jamais interrogé sur l'usage des lanceurs de balles de défense. Du côté de la grenade Glief 4, à l'origine de plusieurs dizaines de blessures et même d'un décès, celui d'une femme d'origine maghrébine de 80 ans touchée au visage par un projectile alors qu'elle fermait les volets de son appartement à Marseille. Il aura fallu attendre que les stocks soient vides pour que le gouvernement communique sur la fin de son usage. Ainsi, le problème de la dangerosité des moyens policiers semble varier en fonction du contexte et du public à qui il est destiné. L'annonce de la fin de la technique d'étranglement a d'ailleurs fait bondir les syndicats. Ces derniers reprochent au ministre d'avoir annoncé cette interdiction sans mettre en place de méthode alternative. Face à la colère, Christophe Castaner a reçu les syndicats des gardiens de la paix ce jeudi et poursuivra ses rencontres vendredi avec les officiers et les commissaires. Le but, calmer le jeu et prouver qu'il ne les a pas totalement abandonnés alors que certaines organisations envisagent d'arrêter les interpellations. Selon le secrétaire général du syndicat France Police, policiers en colère, Michel Touris, il n'y a rien à attendre de ces rencontres. On n'attend absolument rien de ce type de réunion. Il n'y a plus rien à attendre. Le mal a été fait. Malheureusement, ce gouvernement et le ministre de l'Intérieur s'inscrit dans la droite ligne de ce qu'avait fait François Hollande, alors président de la République, en allant au chevet de Théo Louaka, en présentant ce monsieur comme une victime de violences policières, alors qu'il a été démontré quelques mois plus tard, au vu des éléments d'enquête, évidemment que Théo Louaka avait menti et que toute cette affaire était une terrible instrumentalisation. Je pense que le divorce est consommé. Cette affaire fait suite à tant d'autres, la gestion de la crise des gilets jaunes, les retraites. Je pense aujourd'hui, oui, qu'effectivement, il faudrait apporter un petit peu de son œuf à la tête de ce ministère. Preuve du malaise ambiant, les policiers de Nice ont déposé symboliquement leurs menottes par terre place Mécénat mercredi soir. De son côté, le très contesté préfet de police de Paris, Didier Lallemand, a adressé un message à tous les fonctionnaires pour les assurer de son soutien contre les accusations de violence et de racisme. Des mots réconfortants qui témoignent d'une défiance supplémentaire vis-à-vis du ministre de l'Intérieur. C'est donc dans ce contexte très houleux que Christophe Castaner s'est retrouvé dos au mur et a esquissé un début de réponse en évoquant la généralisation du pistolet à impulsion électrique, plus communément appelé taser. Pour Michel Touris, il s'agit d'une bonne nouvelle, mais insuffisante. Le taser est une arme intéressante qui doit se rajouter, si vous voulez, à l'arsenal des moyens de force intermédiaire qu'on a. Tout type d'armement qui peut permettre l'interpellation de manière non létale d'un individu récalcitrant et utile. Évidemment, en revanche, il faut qu'on puisse conserver la possibilité de la technique de l'étranglement et du plaquage ventral. Si nécessaire, il faut laisser dans l'arsenal policier tous les moyens nécessaires et utiles pour pouvoir interpeller les individus et pouvoir les déférer au service de justice. Une annonce loin de contenter les policiers alors que Christophe Castaner a ouvert la boîte de Pandore en abandonnant ouvertement les forces de l'ordre. En effet, ces derniers jours, les procédures à l'encontre des policiers se sont multipliées. Mardi, l'inspection générale de la police nationale a été saisie après une interpellation samedi soir à Marseille. Ce soir-là, un policier a plaqué un individu d'origine africaine contre un mur après que ce dernier a heurté la carrosserie d'un véhicule de police sans savoir si le geste
geste était intentionnel. L'interpellé aurait alors perdu connaissance. Autre exemple à Vitry-sur-Seine dans le Val-de-Marne, où 4 familles ont déposé plainte pour détention arbitraire et injures à caractère raciste et homophobe après l'interpellation le 26 mai de leurs enfants de 14 et 15 ans. Lors d'un contrôle d'identité, 4 collégiens, dont 3 d'origine maghrébine et africaine, affirment avoir reçu des insultes homophobes et racistes. Des accusations avérées ou non qui devraient se multiplier avec la bénédiction du ministre de l'Intérieur, qui souhaite la suspension des agents dès qu'un soupçon de violence ou de racisme est avéré, synonyme également de fin de la présomption d'innocence. L'indigénisme au secours de la Macronie. Alors que le gouvernement a largement emboîté le pas aux manifestations fortement marquées par les questions raciales, les fractures sociales se poursuivent. En réalité, l'exécutif semble en plein coup de billard à 3 bandes. Décryptage avec Élise Blaise. Incompétence des dirigeants, crise économique, surveillance généralisée, les griefs contre la majorité ne manquent pas aux Français. Pourtant, sur le devant de la scène depuis des jours et des jours, les représentants du collectif Justice pour Adama, qui crée au racisme dans la police. Alors que les blessés chez les Gilets jaunes ont bénéficié d'un désintérêt flagrant des médias, Assa Traoré, la sœur d'Adama Traoré, décédée après une interpellation de la gendarmerie, écume tous les plateaux de télévision, le tout alors même que l'enquête sur les circonstances de la mort est toujours en cours. La famille Traoré, dont les déboires avec la loi ne sont plus à rappeler, est devenue le symbole d'une révolte que tout le monde devrait vouloir nourrir. Seulement voilà, tout le monde ne la partage pas, et pour cause. Les Français, dans leur grande majorité, ne s'identifient pas à la famille Traoré. S'ils déplorent de bon cœur le décès d'un jeune homme, quel que soit son palmarès judiciaire, quelque chose sonne faux. En réalité, il n'y a que l'hypocrisie régnant dans les médias dominants qui puisse empêcher de voir la connotation raciale portée par le combat du collectif Justice pour Adama dans la droite lignée du mouvement Black Lives Matter aux États-Unis. En témoignent les destructions des diverses statues qui symboliseraient la domination et la colonisation de l'homme blanc. Dernière victime en date, Christophe Colomb, tenu responsable du génocide des Amérindiens. C'est donc bien un combat indigéniste auquel nous assistons. Et pendant que les Noirs et les Blancs, policiers ou non, s'affrontent, l'élite, elle, compte les points. Pendant ce temps, les révoltes sociales qui grondent sont court-circuitées par l'injonction prioritaire, se recueillir sur la mémoire d'Adama Traoré. La gestion des manifestations par le gouvernement n'est d'ailleurs que le symbole plus évident. En effet, Christophe Castaner a bien affirmé l'autorisation de fait de rassemblement pour cette cause, malgré les mesures sanitaires. Une tolérance dont d'autres mouvements sociaux, eux, ne bénéficient pas. Cet essor actuel, pour ne pas dire cette promotion de l'indigénisme en France, agit donc comme un morcellement de la colère sociale face auquel le pouvoir en place se maintient plus facilement. Un indigénisme particulièrement savoureux en France puisqu'il est défendu par des descendants d'immigrés, soit le strict contraire du terme indigène. Quoi qu'il en soit, cette tendance qui s'impose de plus en plus, y compris dans les universités, constitue un véritable outil de pouvoir, précisément par son caractère clivant. Il avait déjà mis un coup de frein au mouvement de Jean-Luc Mélenchon, où une opposition entre indigénistes et souverainistes s'était fait sentir après la présidentielle, pour finalement consacrer la première tendance. De quoi rappeler l'intérêt des élites dirigeantes dans la promotion de l'immigration avec laquelle ils ne constituent plus seulement le marché du travail, mais aussi un nouveau prolétariat contrôlé. Et on retrouve à présent Olivier Frère-Jacques pour l'actualité en bref. Emmanuel Macron jouera-t-il à qui tout double ? Selon le Figaro Magazine, le président de la République envisagerait de démissionner pour provoquer une élection anticipée, une hypothèse qui peut paraître loufoque, mais qui ne serait pas dénuée de sens stratégique. En effet, le président de la République aurait évoqué cette possibilité lors d'une visioconférence avec ses premiers donateurs de 2017, en affirmant qu'en retournant en campagne maintenant, il serait sûr de gagner puisque selon ses mots, il n'y a personne en face. Et pour cause, en provoquant une élection présidentielle imminente, il profiterait de la désorganisation de ses opposants et de l'effet de surprise qui ne laissera pas le temps à de potentiels concurrents de monter une candidature crédible. La PMA remboursée rentre par la petite porte. À la faveur de la crise sanitaire, la procréation médicalement assistée sera remboursée par la sécurité sociale aux femmes ayant dépassé l'âge limite à cause du confinement. Une disposition que le ministre de la Santé, Olivier Véran, a précisée comme étant limitée aux femmes bénéficiant d'un parcours de PMA en France.
Comme dans le domaine sécuritaire, le gouvernement entend ainsi faire passer la pilule par le biais du temporaire, comme il a tenté de le faire précédemment avec les délais de recours à l'avortement. La loi dite bioéthique de la majorité, autorisant notamment le recours à la PMA pour les femmes seules et en couple, avait été votée en première lecture au Sénat en février, mais a pris du retard avec la crise sanitaire. Elle pourrait être de retour en juillet si le calendrier parlementaire le permet. Dans le cas contraire, le texte reviendrait en septembre. Le collectif La Vérité pour Adama porte plainte pour propos intolérables sur la famille Traoré. Les mises en cause ne sont autres que des journalistes et des élus Rassemblement National. On retrouve aussi bien Marine Le Pen et Julien Audoul côté RN que Jean-Jacques Bourdin et Nicolas Poincaré côté BFM TV. Concernant les élus RN, il leur est reproché d'avoir rappelé les antécédents judiciaires de la famille Traoré. Quant aux deux journalistes, ils sont poursuivis pour diffamation car ils auraient attribué des faits de viol concernant Adama Traoré, mais aussi des pressions supposées de la part de sa sœur contre une potentielle victime afin qu'elle retire sa plainte. Des faits supposés qui n'auraient ni l'un ni l'autre fait l'objet de poursuites. Marion Maréchal Le Pen ne mettra pas un genou à terre pour George Floyd. La petite fille de Jean-Marie Le Pen, ancien député de Vaucluse, a posté une vidéo d'humeur dans laquelle elle affirme refuser de céder à l'humiliation collective voulue par des officines indigénistes et d'extrême gauche visant à mettre un genou à terre par solidarité avec des cas aussi différents que ceux de George Floyd aux États-Unis ou Adama Traoré en France. Celle qui est désormais directrice d'une école à Lyon a vu l'inénarrable Bernard-Henri Lévy lui répondre sur un plateau de télé, ce dernier estimant que mettre un genou à terre n'était pas humiliant. Un débat capital pour Paris le 24 juin, 4 jours avant le second tour des élections municipales. Les trois principaux candidats à la mairie de Paris s'opposeront sur les chaînes BFM Paris et BFM TV. La sortante, la socialiste Anne Hidalgo, croisera donc le fer avec son principal concurrent, le maire Les Républicains du 7e arrondissement, Rachida Dati, mais aussi avec l'ancien ministre d'Emmanuel Macron et candidate LREM Agnès Buzyn. Alors qu'Anne Hidalgo part largement favorite, ce débat pourrait, si l'audimat est au rendez-vous, rebattre un peu les cartes, notamment vis-à-vis des abstentionnistes qui étaient 200 000 de plus qu'il y a 6 ans au premier tour. Le monde d'après avec la pollution d'avant. En Chine, la pollution de l'air a retrouvé son niveau d'avant le confinement. Les niveaux de particules et de dioxyde d'azote de mai 2020 sont désormais similaires à ceux de 2019. Un retour à ce qui était la norme qui commence aussi à avoir lieu en Europe où des villes comme Paris et Londres avaient enregistré des réductions de dioxyde d'azote de 30%. Des meetings présidentiels qui ne plaisent pas à l'opposition. Aux États-Unis, Donald Trump va reprendre sa tournée électorale avec 4 grands meetings dans des États où la présence du coronavirus serait encore importante. Le pensionnaire de la Maison-Blanche affirme que ces réunions publiques seront énormes. L'opposition démocrate et la majorité des médias américains dénoncent un potentiel danger sanitaire avec ces grands meetings, un danger qui pourtant n'est jamais relevé concernant les manifestations dites Black Lives Matter, qui pourtant ne sont pas exemptes de reproches, notamment en matière de gestes barrières. On approche de la fin de cette édition. Dans un instant, pour notre Zoom du jour, le président du comité Trump France, Georges Clément, évoque la candidature du président des États-Unis pour briguer un second mandat. Il y a eu la tentative de destitution qui était anticonstitutionnelle, illégale à 1000 degrés, qui a d'ailleurs échoué, bien entendu, mais qui était quasiment une tentative de coup d'État législatif. Elle a échoué. Ils ont très peur, pourquoi ? Parce qu'on a quand même l'Obamagate, c'est-à-dire le scandale absolu dont la première partie, celle de la compromission du FBI, en 2016-2017, dans l'affaire de la FISA. Et ce soir, retrouvez immédiat, Jean-Yves Le Gallou et Nicolas Faure évoquent la menace de censure du film Autant en emporte le vent, l'offensive des minorités raciales et les émeutes à l'international. Et tout de suite, mes libertés politiques avec François Billot de Lochner. C'est bientôt la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas de commenter et de partager cette vidéo. À demain. Bonsoir.
commençons à nous familiariser avec la 5G puisque nous voyons éclore partout sur le territoire national de superbes antennes très volumineuses et très hautes qui traduisent l'implantation de la 5G. La 5G, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement un système qui permet d'aller beaucoup plus vite dans la transmission des données et de donner beaucoup plus de puissance aux transmissions. Quand vous ouvrez votre ordinateur le matin, vous mettez 3 secondes avant que votre ordinateur soit opérationnel. Avec la 5G, vous n'attendrez plus que 2 secondes. C'était fondamental de gagner 1 seconde. Et donc, cela vaut bien l'implantation d'antennes partout sur le territoire national. Et pourtant, nous savons, par des études scientifiques, que la 5G est dangereuse pour l'être humain, car les rayonnements, les ondes sont considérables et peuvent évidemment atteindre l'intégrité physique de chacun. Mais ça, pour les opérateurs, ça n'est pas un problème. En Allemagne, récemment, une école s'est vue implanter une antenne 5G tout près de ses locaux. Il en est résulté 5 cancers chez des enfants. 5 cancers tout de même. L'école a demandé que l'on retire l'antenne, l'opérateur n'a pas voulu, il y a eu un procès et le tribunal allemand a condamné l'opérateur à retirer son antenne, ce qui veut bien dire à l'évidence que ces antennes sont dangereuses pour la santé. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Je voudrais simplement poser une question. À côté de cette institution 5G, qui a un côté civil, n'y a-t-il pas un côté militaire dans la 5G et un côté extrêmement inquiétant? En effet, la 5G est actuellement testée sur beaucoup de grandes bases américaines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur un certain nombre de véhicules robotiques, qu'ils soient terrestres, qu'ils soient aériens, qu'ils soient marins, a été embarqué le système 5G qui permet de donner en instantané des ordres ou des contre-ordres à des robots d'attaque ou de défense. En clair, vous décidez d'attaquer une ville. Par la 5G, vous donnez des ordres, les robots s'envolent immédiatement pour attaquer la ville et la détruire. Cela pourrait tout de même paraître un peu inquiétant. L'on peut se demander si, dans le feuilleton actuel de la guerre entre la Chine et les États-Unis à propos de la 5G, s'il n'y a pas en toile de fond le problème de cette utilisation militaire de la 5G qui, à terme, permettrait en réalité de dominer le monde. Ce qui est sûr, c'est qu'avec la rapidité d'exécution de la 5G et ces robots qui pourraient à tout moment faire tout ce qu'on leur demande de faire, nous n'aurons pas forcément le temps, si une guerre est déclarée, de même sortir de nos maisons et de prendre nos petites jambes pour partir le plus loin possible du lieu de destruction. Cela n'est pas très encourageant pour l'avenir et finalement, le vrai problème aujourd'hui de la 5G est peut-être davantage un problème de domination militaire mondiale qu'un problème civil. Sur ces belles paroles, je vous dis à demain et je vous souhaite une bonne soirée.